lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Ici, c'est Massy. Massy est magique. Massy. On entendra peut-être un jour les supporters du PSG ou leurs adversaires scander ces nouveaux slogans, du moins si le club quitte le Parc des Princes pour aller dans cette ville de l'Essonne. Mais pourquoi ? Pourquoi quitter le mythique stade de la Porte de Saint-Cloud, chef-d'œuvre acoustique de l'architecte brutaliste Roger Taillibert ? Eh bien pour avoir un équipement plus grand et plus moderne, comme le souhaite le PDG qatari du club. Mais pourquoi ne pas se contenter d'agrandir, de moderniser le stade actuel, comme le proposent les Ultras ? Nasser El-Khelaifi en aurait, bien sûr, les moyens, oui, mais il n'en a pas l'envie. Car il aimerait d'une part pouvoir faire ses travaux en toute liberté, y compris en détruisant le stade actuel pour en reconstruire un autre. Et puis il aimerait d'autre part avoir la propriété des nouvelles constructions pour les vendre plus tard et réaliser, on s'en doute, une plus-value. Or, c'est impossible car aujourd'hui c'est la ville de Paris qui est propriétaire du stade et par conséquent, elle qui est libre d'autoriser ou pas des travaux d'une telle ampleur. Or, elle refuse ces travaux pour diverses raisons, notamment de sécurité, et elle refuse de vendre le stade au PSG dont l'offre d'achat est jugée trop basse. C'est pour cela que le président qatari envisage de déménager à Massy ou ailleurs en Île-de-France pour ne plus être locataire. Pourtant, il bénéficie d'un bail très avantageux, qu'on en juge. En échange de l'obligation certes importante d'entretenir le stade, le PSG peut en jouir pour une durée de 30 ans en versant un loyer relativement modeste par rapport à ce que payent d'autres clubs comme par exemple l'OM. Et cela en touchant en parallèle d'importants revenus et en exerçant tous les droits réels de l'amphithéote, c'est-à-dire du preneur d'un bail amphithéotique. Ce bail est sans commune mesure avec celui que vous avez peut-être conclu pour votre appartement. Il a un régime original, de multiples usages en droit public comme en droit privé, et une longue histoire, très mouvementée, comme le montre la thèse d'Eva Becquet, intitulée « Le bail amphithéotique, de la rédaction des coutumes à la loi du 25 juin 1902 ». Bonjour Eva. Bonjour Paul. Eva, vous avez soutenu votre thèse le 20 juin 2023 à l'université Paris 2, après avoir enseigné et réalisé vos deux masters en histoire du droit et en propriété littéraire, artistique et industrielle. Vous êtes donc à la fois historienne du droit et privatiste, comme on dit chez nous. Ces deux qualités précieuses pour écrire votre thèse qui embrasse une partie du XXe siècle et pour trouver un poste, puisque c'est en effet en droit privé que vous avez obtenu un contrat postdoc d'1 an à l'université de Nantes, avant de devenir maîtresse de conférence, à vie cette fois, à l'université de Limoges. Limoges qui n'est donc pas toujours synonyme de sanction disciplinaire, mais nous ne sommes pas là pour parler des origines militaires du verbe limoger, mais de celle de votre thèse. Pourquoi avoir travaillé sur ce sujet ? Alors, après un premier mémoire sur la propriété, mais cette fois-ci la propriété industrielle, puisque j'ai travaillé sur le droit des marques, j'ai souhaité élargir ce sujet, la question de la propriété, et notamment via l'appropriation des terres. Et en discutant avec mon directeur de thèse, Laurent Pfister, on a finalement trouvé, avec le bail amphithéotique, un terrain d'entente, notamment sur toute la question des droits réels. Bail amphithéotique, c'est votre sujet, votre notion, une drôle d'expression. Le premier terme est assez clair, un bail, une sorte de contrat de location avec un bailleur, un preneur, un loyer, etc. Mais ce n'est pas une location comme les autres, puisque le locataire a une mission révélée par le second terme, amphithéotique. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler l'étymologie pour éclairer un peu le sens de ce contrat ? Amphithéotique, comme son nom l'indique, en tout cas on peut s'en douter, c'est un terme d'origine grecque qui signifie planter, cultiver. Donc au départ, le bail amphithéotique, c'est un contrat qui est conclu sur des terres arides et qui a pour but de les rendre fertiles. Donc indirectement, planter, cultiver, ça signifie dans un second sens améliorer. D'où le terme de bail amphithéotique. Et donc à l'origine, ce bail s'appliquait
aux terrains agricoles de mauvaise qualité, mais il a eu d'autres supports d'application. Je parlais tout à l'heure d'un stade, mais il y a eu d'autres applications dans l'histoire. Tout à fait. Cet élargissement de l'objet du bail emphytéotique, il a commencé surtout à la fin du Moyen-Âge. On avait l'habitude d'avoir un bail emphytéotique en milieu rural, donc pour valoriser les moulins, par exemple, ou encore les terres abandonnées. Mais progressivement, il va s'appliquer en ville, je crois aussi. En ville, voilà, tout à fait, dans le milieu urbain, notamment à la suite de la guerre de Cent Ans pour reconstruire les fortifications, les maisons. Et puis par la suite, en matière commerciale également, pour louer des boutiques à très longtemps, pour que les commerçants s'y implantent. Et puis si on revient un peu plus près de nous, au XIXe siècle, tout le quartier pyramide de Paris a été construit sur la base d'un bail à emphytéose qui a été concédé par une loi de 1826 par l'État. Et dans tous les cas, le but, c'est d'améliorer l'immeuble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire améliorer? Dans quel sens le droit prend ce terme? Il y a effectivement toujours une notion d'amélioration, donc d'investissement, de valorisation. Et cette obligation d'améliorer, elle est parfois assez délicate à comprendre. Elle prend différents sens selon les auteurs, selon les périodes. Schématiquement, on peut la comprendre comme une obligation positive. On est obligé d'améliorer, de valoriser, de mettre en valeur l'immeuble, avec une plus-value donc à la fin. Mais ça peut aussi être simplement l'obligation de conserver ou une obligation négative de ne pas détériorer l'immeuble. Et en conséquence de cette obligation plus ou moins coûteuse pour le locataire, le bailleur n'exige pas de loyer très important. Mais alors pourquoi est-ce qu'il demande quand même quelque chose, ce qu'on appelle je crois un canon emphytéotique? Pourquoi il demande quand même de l'argent alors que c'est pas comme ça qu'il se rémunère? Oui, sous ce terme barbare de canon emphytéotique, il faut tout simplement comprendre une redevance, un loyer si on veut. Et on a coutume de dire, en tout cas c'est ce que les sources nous disent, qu'il est ce canon emphytéotique récognitif de la directe seigneuriale. Alors si on traduit, ça signifie que ce loyer, il matérialise l'autorité du seigneur sur la terre. Et donc, ce loyer, même très modique, il indique la mainmise du Seigneur sur la terre, quelle que soit la transmission qui va en être faite par la suite. De sorte à éviter que le locataire, qui exerce par ailleurs tout un tas de droits d'un propriétaire, ne gagne par prescription la propriété du bien. Voilà, tout à fait, pour éviter de prescrire le droit du Seigneur. Et alors le propriétaire, puisqu'il ne gagne pas énormément d'argent via le loyer, qu'est-ce qu'il gagne lui à ce type de contrat? Peut-être qu'un exemple l'éclaire plus facilement. Si on prend les communautés ecclésiastiques, qui étaient de très grands propriétaires, en tout cas sous l'Ancien Régime, et encore une partie du XIXe siècle, ces communautés ecclésiastiques, elles se retrouvent avec de grandes terres, de grands immeubles, et leur problème, c'est de les mettre en valeur. Donc, elles vont confier ces immeubles à des tenanciers, à des locataires, pour tout simplement que leur patrimoine ne tombe pas en ruine. Donc, il y a une vraie plus-value sur le temps. Il y a une mise en valeur de ces différents immeubles. Et puis comme ça, en plus, le propriétaire n'a pas à payer les charges, en quelque sorte. Voilà, tout à fait, sans avoir à payer les charges. Et les communautés ou le bailleur en général va récupérer les droits de mutation au fil du temps, va également récupérer un loyer, même modique, donc qui assure un revenu régulier à ces différents propriétaires. Et puis à la fin, quand il récupérera le bien à la fin du contrat, il pourra éventuellement le revendre plus cher puisqu'il aura été valorisé. Tout à fait. Et justement, on parle de durée. Tout à l'heure, c'était 30 ans le contrat du PSG avec le Parc des Princes. Mais c'est quoi, en général, dans l'histoire que vous avez étudiée, la durée d'un bail emphytéotique ? Alors, la durée qu'on retient le plus souvent, c'est 99 ans. Mais il faut savoir que les durées sont extrêmement variables. Si on prend avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, on a des baux emphytéotiques qui peuvent aller de 9 ans, c'est la valeur minimale, jusqu'à perpétuité en réalité. Ce qui veut dire que le terme n'a pas été prévu au début du contrat. Et donc on hérite de ce contrat de génération en génération. Tout à fait. On hérite par succession du bail emphytéotique qui a été conclu par son père. Donc on a des générations entières d'emphytéotes. Et puis, après la Révolution, l'idée change un petit peu. On va vouloir absolument se passer de contrats. Les baux perpétuels sont interdits, tout simplement. Et donc, on va avoir des baux emphytéotiques qui sont limités dans le temps, limités à une valeur palier qui est de 99 ans.
99 ans, pourquoi ? Parce que c'était la limite maximale du bail emphytéotique ecclésiastique sous l'Ancien Régime, 3 vidums, 3 fois 33. Puisqu'on parle de délimitation, de temps, la délimitation de votre thèse, elle se concentre sur une très longue période, XVIe siècle, début XXe, de la rédaction des coutumes à la loi du 25 juin 1902. Pourquoi avoir choisi ces 2 bornes chronologiques ? Ma thèse s'intéresse à la réception et à ses répercussions, donc la réception du bail emphytéotique en droit français. Donc il ne s'agit pas de retracer simplement l'histoire du bail emphytéotique, mais de s'intéresser véritablement à la réception en droit français. Et donc pour ça, il fallait déjà qu'un droit français existe. Donc avec des sources de droit français, c'est-à-dire les coutumes et la législation royale. D'où l'idée de commencer à la rédaction officielle des coutumes, on va dire milieu 15e, surtout 16e siècle. Ma thèse ne pouvait pas non plus se terminer à la Révolution, ce qui aurait pu être une possibilité, tout simplement parce que le bail emphytéotique, son régime n'est pas encadré à cette période-là. Il y a un flou juridique à cette période. C'est la raison pour laquelle je suis allée jusqu'à la loi qui consacre le régime du bail emphytéotique, à savoir celle du 25 juin 1902. En fait, c'est la première grosse loi de code, on pourrait dire, pour aller vite, sur le bail emphytéotique. Elle n'a pas eu avant. Tout à fait. C'est la première loi du 19e, on va dire depuis le Code civil, qui consacre le régime du bail emphytéotique. On a parlé des coutumes, on a parlé des lois. Quelle autre source juridique vous avez utilisée pour votre thèse ? J'ai pu brasser une très grande quantité de sources. J'ai notamment beaucoup travaillé sur la doctrine, sur la façon dont les juristes ont compris et ont conçu ce bail emphytéotique en dehors de la simple pratique. Et j'ai également, alors que ce soit la doctrine de l'Ancien Régime ou celle de l'époque moderne, j'ai aussi travaillé sur la jurisprudence. Alors pas une étude systématique sous l'Ancien Régime, ce n'était pas faisable, mais en revanche une étude systématique des recueils Dalloz et Siret à l'époque moderne. Et puis à la marge, j'ai travaillé sur des formulaires notariaux et les cahiers de doléances pour avoir un aperçu de cette période charnière entre l'Ancien Régime et l'époque moderne. Et vous êtes la première à avoir travaillé ce sujet-là, ou il y a eu d'autres gros travaux d'historiens des lettres ou du droit avant vous ? Ce sujet a été traité assez largement pour ce qui concerne le droit romain. Donc les origines ? Voilà, on avait des travaux assez importants qui ont été réalisés sur le bail emphytéotique. On a eu aussi une très belle thèse qui a été réalisée par Clément Tisserand à l'époque médiévale sur le bail emphytéotique. Mais en revanche, il y avait un vide beaucoup plus important sur la période moderne et contemporaine. Il y avait eu des travaux, mais à la toute fin du 19e siècle, début 20e, et il devenait nécessaire de revisiter ces sources à l'égard de la bibliographie qui avait largement évolué depuis. Oui, d'autant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre thèse n'est pas simplement une présentation de ce qu'était le bail emphytéotique, son régime, ses débats, mais aussi une réflexion sur les sources du droit, sur la façon dont ce bail s'est diffusé, a été reçu ou pas. Et c'est cela l'un des apports de votre thèse. Il y en a d'autres ? Alors j'espère, oui, que c'est un des apports de ma thèse, cette idée de revenir sur l'histoire des sources, en tout cas d'en travailler un aspect. Je crois qu'il y a aussi un apport de technique juridique sur l'acculturation d'un contrat, avec des divers transferts d'un droit à un autre. Et puis peut-être aussi un apport théorique, puisque le bail emphytéotique, il donne à voir des combinaisons diverses du triptyque propriété, perpétuité, droit réel au fil du temps. Pour montrer ça, et puis bien d'autres choses, votre thèse suit un plan chronologico-thématique en 2 parties, divisé par la Révolution française. En amont, sous l'Ancien Régime, le bail emphytéotique romain dans son origine a été recyclé ou naturalisé, comme vous l'écrivez. Autrement dit, il a été accueilli par le droit français, mais au prix d'adaptation, que vous présentez en détail dans la première partie de votre thèse, qui insiste également et longuement sur le fait que ce bail, pourtant très spécifique, très pointu, a servi de modèle assez général, de moyen à la doctrine pour penser d'autres contrats assez courants à l'époque. Il en va différemment à partir de la Révolution, comme vous le montrez dans la seconde partie de votre thèse. À l'époque contemporaine, en effet, le bail emphytéotique va être très critiqué, très marginalisé, dans un premier temps en tout cas, avant d'être progressivement reconstruit par la doctrine et le juge, jusqu'à l'adoption de la loi de 1902 qui sert de terminus ad quem à votre étude. Voilà le plan de votre thèse, dont nous allons discuter dans la suite de notre entretien.
On vient de donner quelques éléments de définition du bail emphytéotique pour permettre à nos auditeurs et auditrices profanes de comprendre de quoi nous allions parler. On va pouvoir entrer dans les détails, voir comment le régime a évolué, comment il a été appréhendé comparé à d'autres contrats. Mais d'abord, avant de parler du régime, je vous propose de présenter son champ d'application. Autrement dit, on va commencer par voir dans quelle mesure et pourquoi on a appliqué ce contrat, avant de voir comment on l'a fait. Le champ d'application du bail emphytéotique est très large, puisqu'il s'étend, vous l'avez dit, de l'Ancien Régime à l'époque contemporaine, voire même avant. Deux périodes que vous distinguez et qu'on va donc distinguer ici. On commence par le commencement, l'Ancien Régime, ou plutôt le droit romain, d'où vient ce contrat. On sait que c'est un droit savant, le droit romain, enseigné, mais qui a eu du mal à, même si discuté, à être reçu en France. Il l'a été dans certaines régions, à certaines conditions. Et pour vous alors, quid du bail emphytéotique? Est-ce que vous l'avez retrouvé dans des coutumes, dans toutes, dans certaines régions? Où est-ce qu'il est abordé ce bail? Alors, j'ai effectivement réalisé ce qu'on appelle une géographie coutumière du bail emphytéotique, donc une analyse de l'ensemble des coutumes françaises pour vérifier à quel endroit le bail emphytéotique avait été formellement reçu dans ces coutumes. Alors, il a été reçu, je vais mettre de côté la zone du Midi, puisqu'il a été reçu antérieurement dans la zone du Midi dès la fin du Moyen-Âge. Puisque le droit romain était beaucoup plus appliqué là-bas. Voilà, exactement. Mais pour ce qui concerne le reste du territoire français, j'ai pu mettre en évidence deux zones dans lesquelles le bail emphytéotique avait été particulièrement reçu. Ça peut paraître assez peu parce que ça représente en réalité une vingtaine de coutumes sur toute la France, mais c'est quand même notable. Ce sont les zones de l'Est de la France et les coutumes du Sud-Ouest. Donc, et puis pour quelques coutumes dans le centre de la France. Donc des zones frontières à la limite entre la zone des coutumes et puis la zone de droit écrit au sud de la France. Cette mise en évidence du bail emphytéotique dans les coutumes est parfois un petit peu compliquée dans la mesure où le terme ne désigne pas toujours la réalité du bail. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas la notion de bail emphytéotique, par exemple dans le ressort du Parlement de Paris, que le contrat n'existe pas lui-même. Il n'est pas prohibé pour autant ou inconnu. Voilà, parce qu'on en trouve des traces dans les décisions de justice. Mais en revanche, il n'apparaît pas dans les coutumes. On se rend compte surtout qu'il n'est pas utilisé dans l'ouest de la France, dans le nord-ouest. Et on sait pourquoi ils ne l'ont pas indiqué dans les coutumes alors qu'il était utilisé ? Je pense qu'il s'agit en réalité d'une faveur pour les baux coutumiers locaux. On utilise le vocabulaire et les termes des baux qui sont effectivement en application. Mais qui sont donc des micro-coutumes peu connues du droit romain qui risqueraient de disparaître sinon ? Oui, et puis parce que c'est une habitude. On parle de bail à bordelage dans l'ouest de la France et puis de bail héréditaire dans l'est. Mais la notion de bail emphytéotique est une notion beaucoup plus savante qu'une véritable pratique locale. En tout cas, il était bien implanté, qu'il soit mentionné ou pas, utilisé donc par les praticiens, mais vous montrez aussi qu'il a été utilisé de manière théorique par la doctrine comme un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un modèle ? Alors, je me suis rendu compte en lisant, en parcourant les ouvrages de doctrine, que ces auteurs ne comprenaient pas le bail emphytéotique simplement comme un contrat, mais comme ce que j'ai appelé un modèle. Alors, on entend par là un outil de raisonnement, une construction intellectuelle qui va permettre déjà de créer un langage entre les juristes, de parler de la même réalité, de parler de quoi d'un bail de longue durée qui va emporter la concession d'un droit réel. Donc ça permet quoi ? Ça permet d'unifier une partie du droit coutumier, de combler aussi certaines lacunes, et puis voir progressivement d'amorcer une systématisation de ce pan du droit des biens. Et donc ça veut dire qu'on va, oui effectivement, comme vous l'avez dit, faire de l'abstrait, prendre du recul par rapport à la réalité très complexe, pour après, avec ce modèle, faire des comparaisons, combler des vides quand il y a une disposition qui n'est pas réglée à un endroit. On utilise le bail emphytéotique pour remplir ce vide, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, le problème qui se pose pour les auteurs de doctrine de l'Ancien Régime, c'est qu'ils sont face à une diversité coutumière qui est immense. Et pour comprendre ce qui se passe en Poitou par rapport à ce qui se passe en Auvergne, c'est en réalité extrêmement différent. Le bail emphytéotique, comme notion, comme concept, va être présent pour essayer de parler de la même réalité d'une région à une autre. Et par exemple, pour compléter le régime de tel ou tel bail local. Ce bail emphytéotique a donc été extrêmement utilisé, commenté par la doctrine.
apprécié en un sens, mais il a aussi été critiqué. Vous le dites, vers la fin de l'Ancien Régime, par qui a-t-il été critiqué et pourquoi ? Le bail emphytéotique a fait l'objet d'un certain nombre de critiques. À la fin de l'Ancien Régime, je pense que celle qui cristallise le plus le fond de ces critiques, ce sont celles des physiocrates, ce mouvement qui place l'agriculture au premier plan, qui a été amorcé notamment par François Quesnay. Ce sont des libéraux économistes plus que juristes, a priori. Voilà, c'est ça. Ces physiocrates vont prôner un allongement des baux de longue durée, ce qui a priori est plutôt favorable au bail emphytéotique. Mais en réalité, ils ont une conception de la propriété qui s'approche de notre conception actuelle exclusive. Donc pour eux, le bail emphytéotique, ou les baux de longue durée en général, ce n'est qu'une étape intermédiaire. Ça ne doit pas être une solution permanente, mais simplement un outil pour aller vers la propriété unitaire et exclusive. Oui, parce qu'on le verra, c'est un peu comme s'il y avait deux propriétaires, et c'est ce qui était une sorte de monstre juridique pour beaucoup, et pour eux peut-être, alors qu'ils veulent aller vers la propriété exclusive, c'est-à-dire une personne, un bien, éventuellement un locataire, mais qui a très peu de droits par rapport à l'emphytéote. Tout à fait. Et à part les physiocrates, il y a eu d'autres critiques ou... Il y a eu des critiques notamment de la part des feudistes. Ceux qui traitent du droit féodal. Voilà. Des critiques également via certains cahiers de doléances. Ah oui, donc la population s'est intéressée à ces baux, et vous avez trouvé dans les cahiers de doléances des critiques importantes ou marginales ? Les critiques sont assez marginales quant à la question du contrat en lui-même. Le bail emphytéotique n'est pas rejeté en lui-même. Ce qui est plutôt rejeté, ce sont toutes les charges seigneuriales qui se sont agrégées progressivement au bail emphytéotique. Donc, c'est-à-dire les impôts notamment, les différents droits, dommages, de mutation. Et puis, pour ce qui concerne le contrat en lui-même, c'est assez étonnant d'ailleurs, les cahiers de doléances mettent en évidence certaines utilités, notamment pour mettre en valeur le domaine royal ou pour valoriser les biens ecclésiastiques. Et la population est assez au courant des utilités de ce bail. Donc une photographie plutôt mitigée de la population et de son avis sur le bail avant la Révolution et sous la Révolution. Est-ce que les révolutionnaires qui avaient d'autres choses à faire ont quand même aussi critiqué ce bail ? Alors oui, le bail emphytéotique sous la Révolution, c'est une période un petit peu noire pour le bail emphytéotique qui s'ouvre avec la Révolution. Il a assez rapidement été assimilé au système féodal. Et pour cette raison, on a beaucoup critiqué deux choses en réalité. D'abord, sa durée perpétuelle. La perpétuité pour les révolutionnaires, c'est un signe liberticide qui va empêcher la libre circulation des terres, qui devient un leitmotiv. Si on regarde l'article 1er du Code rural de 1791, il nous dit que les terres françaises doivent être libres comme ses habitants. Il y a cette idée de libre circulation des terres. Donc c'est la première critique des révolutionnaires. Et la seconde, c'est cette question de la division de la propriété qui ne correspond plus à l'idée que l'on s'en fait. Désormais, la propriété, elle ne doit plus être morcelée entre différents propriétaires qui ont chacun un droit parce qu'il est utile à un moment donné, mais elle doit devenir unitaire, exclusive et absolue. À tel point que ces critiques ont entraîné une réflexion sur la suppression du bail emphytéotique, c'est ça ? Où on a envisagé de supprimer le bail emphytéotique. Alors, de façon pragmatique, c'était compliqué parce qu'il y avait des baux qui perduraient et puis parce qu'il y avait quand même une utilité, notamment en matière agricole. Donc, les révolutionnaires ont choisi une solution d'entre-deux, conserver le bail emphytéotique, mais l'expurger de tout ce qui pouvait faire référence à la féodalité. Donc, notamment, limiter sa durée, 99 ans maximum, et puis l'expurger de ce que les révolutionnaires appellent le vice de féodalité, ce que les juridictions ont aussi appelé le vice de féodalité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi qu'un bail emphytéotique est perpétuel, on vérifie si, en plus, il a d'autres tares féodales, par exemple des droits seigneuriaux qui lui sont associés, des charges féodales, quelles qu'elles soient, et auquel cas, le bail doit être racheté par l'emphytéote. Donc ça veut dire qu'on accepte le loyer, ça passe, mais toutes les autres manifestations de soumission, les services à rendre, ça on les supprime. Voilà, tout à fait. Et c'est pour cette raison ou pas que le bail emphytéotique n'a même pas été évoqué, je crois, dans le Code civil ?
Ah oui, le Code civil est totalement silencieux sur la question du bail emphytéotique. Alors, par contre, les débats préparatoires au Code civil ont été par contre assez houleux sur la question du bail emphytéotique. Il y a notamment toute une séance au Conseil d'État, celle du 6 mars 1804, qui a été consacrée à la question des rentes et des baux de longue durée. On avait finalement deux camps qui s'opposaient. D'un côté, Tronchet qui était absolument contre, de l'autre, des personnes comme Maleville qui ont été formées dans le sud de la France qui l'étaient beaucoup moins. Et plusieurs arguments ont été mis sur la table jusqu'à ce que le consul Cambacérès, le premier consul, pose la question, mais finalement, est-ce que ce bail est véritablement utile aujourd'hui ? À partir du moment où Napoléon Bonaparte a pris la parole sur cette question, en expliquant qu'il ne voyait pas du tout l'utilité du bail emphytéotique, que désormais c'est archaïque finalement, ce bail de longue durée, la question a été réglée. Le bail emphytéotique il n'a plus été question du bail emphytéotique dans le Code civil, ni dans les travaux préparatoires. Donc finalement, on se rend compte que cette question du bail emphytéotique, elle est devenue profondément politique à partir de la période révolutionnaire, et pas seulement une question de technique juridique. Voilà pour les raisons de l'absence du bail emphytéotique dans le Code civil. Passons à ses conséquences. À partir donc de la Révolution et après, si j'ai bien compris, et les juges et la doctrine se sont interrogés sur le maintien, la validité de ce contrat qui était absent du Code. On a l'image des exégètes qui appliquent le Code, rien que le Code, tout le Code. Si c'est pas marqué dans le Code, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est invalide ? Ils se sont posé la question, et si oui, qu'ont-ils répondu ? Ils se sont posé la question, notamment dans le contexte plus large du débat sur le numerus clausus des droits réels. Le fait de savoir si les droits réels sont limités par le Code civil, le nombre de droits réels est limité par le Code civil. Droit de propriété. Exactement, ou pas. Et on a là encore deux camps qui s'opposent. D'un côté, certains qui lisent le Code civil à la lettre et qui considèrent que cette interprétation doit être extrêmement stricte et que le bail emphytéotique n'existe plus. C'est le cas de Delvincourt, de Toulier, de Demolonde. Et puis de l'autre côté, un camp qui a une interprétation beaucoup plus souple du Code civil et qui conclut sur la base de lois spéciales qui autorisent le bail emphytéotique. Loi hors du Code civil. Voilà, hors du Code civil, que finalement ce contrat continue dans les faits d'exister. Et donc il faut l'encadrer. C'est le cas de Duranton, de Merlin, de Trollon. Et c'est finalement la jurisprudence qui en 1832 va trancher la question. Et la Cour de cassation, dans un arrêt lapidaire, dans un attendu lapidaire, explique que le Code civil n'a ni changé, ni modifié le bail emphytéotique depuis l'Ancien Régime. Il n'a donc pas disparu, il n'a pas été modifié, dit la Cour de casse, mais il n'y a rien marqué dans le Code civil pour régler les questions qu'on se pose sur son régime. Alors où est-ce qu'on les trouve à l'époque, ces règles ? Eh bien, de façon assez contradictoire peut-être, en tout cas contre-intuitive, on va puiser aux règles de l'ancien droit. On va aller regarder ce qui se passait avant. Tout ça, c'est un travail qui s'étend sur tout le premier tiers du 19e siècle, qui est réalisé par les juridictions, qui vont puiser à ce qu'elles appellent, c'est une reconstruction a posteriori, le droit commun d'Ancien Régime. Qu'est-ce qu'elle voit par cette expression ? Le droit romain. Le droit romain réinterprété. On a notamment des décisions qui sont rendues au visa du Code de Justinien. Au 19e siècle. Au 19e siècle, tout à fait. On va aussi revenir sur les coutumes d'Ancien Régime, sur la jurisprudence des arrêts d'Ancien Régime. On va utiliser les ordonnances royales ou encore les opinions doctrinales de Domat, de Potier. Et est-ce qu'on a aussi, en plus d'utiliser des sources de l'Ancien Régime, est-ce qu'on a eu aussi, comme sous l'Ancien Régime, utilisé le bail emphytéotique comme un modèle ? Beaucoup moins. Le bail emphytéotique, qui était une institution omniprésente sous l'Ancien Régime, devient une institution d'exception. Son rôle de modèle est progressivement et assez brutalement abandonné. Les économistes vont continuer d'utiliser cette notion-là, mais d'un point de vue juridique, beaucoup moins. On a parfois certaines décisions de juridiction du début du 19e siècle qui l'utilisent encore pour certains baux qui sont extrêmement locaux. Et puis, au XIXe siècle, on a ce siècle du progrès, c'est le siècle d'Étienne Lantier, des mines, du chemin de fer, et donc le développement des concessions de droit public. Et là, le bail emphytéotique va trouver un nouveau terreau pour se développer. Les publicistes et les civilistes vont l'utiliser pour mettre en évidence le particularisme des concessions de droit public. Et en ce sens, on pourrait y voir une forme de modèle transitoire, mais c'est vraiment à la marge.
Beaucoup moins donc que sous l'Ancien Régime. Voilà pour sa place en droit français, avant et après la Révolution, ses sources, ses critiques, son intérêt. Voyons maintenant son régime après une courte pause musicale. Le régime du bail emphytéotique a évolué dans le temps très long que vous étudiez, comme on va le voir dans un premier temps. Et puis ce régime a aussi été discuté, comparé à d'autres contrats, comme on le verra dans un second temps. Pour mesurer d'abord l'évolution du régime, on doit partir du droit romain, son point de départ. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales caractéristiques, sans entrer dans les détails, de ce qu'était le bail emphytéotique en droit romain? Alors, on a la chance d'avoir un titre entier du Code de Justinien qui est consacré au bail emphytéotique. Donc ça reste un état du droit tardo-impérial et de toute façon le bail emphytéotique n'a été encadré par les constitutions romaines qu'au Bas Empire. Donc c'est le livre 4, titre 66, 3 constitutions qui forment le socle du régime du bail emphytéotique en droit romain et qui encadrent les différentes difficultés qui ont pu se présenter. Donc à chaque fois, il peut s'agir par exemple de la perte du fonds emphytéotique. Comment est-ce qu'on répartit les risques entre le bailleur et le preneur? Perte, ça veut dire que, non pas qu'on l'a perdu dans le sens où on l'a oublié, parce que c'est de la terre, mais c'est dans le sens qu'il a été détruit par un incendie, une guerre. Voilà, c'est ça. En gros, par un événement de force majeure ou un cas fortuit, donc un élément imprévisible, irrésistible. Et dans ce cas-là, est-ce que la charge du risque doit peser sur le preneur ou le bailleur? Oui, parce que normalement, le principe, je crois que c'est respirit domino, hein, c'est le propriétaire qui doit assumer les problèmes, mais là, qui est le proprio? Et donc, ça dépend de à quel point le fonds a été démoli. Si il est perdu entièrement, la perte va retomber sur le propriétaire, le bailleur. Et si ce n'est pas le cas, s'il a simplement été perdu en partie, la charge va retomber sur l'emphytéote. Et à part cette question-là, est-ce qu'il y a d'autres éléments mentionnés en droit romain? 2 choses, l'aliénation du droit d'amphithéose et puis la résiliation. Dans quel cas est-ce qu'il y a résiliation du bail emphytéotique? Aliénation, ça veut dire de la part du locataire, est-ce qu'il peut se faire remplacer par quelqu'un d'autre? Exactement. En le vendant? Est-ce qu'il peut céder son droit d'amphithéose? Et résiliation, si par exemple il y a une faute ou un conflit, un manque de confiance entre les deux parties, est-ce qu'ils peuvent rompre le contrat? Exactement. Et alors, sous l'Ancien droit, par rapport à ces différents points, est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions, des grosses innovations marquantes? Alors, le droit romain va être dilué progressivement sous l'Ancien droit. Donc, on retrouve ces grands marqueurs du droit romain. Ils sont connus par les auteurs et les juridictions de l'Ancien droit, mais progressivement dilués. C'est-à-dire que si on prend le dernier point, la résiliation du bail emphytéotique, on va utiliser un vocabulaire féodal. On va parler de commise, ce qui au départ est un terme réservé aux fiefs et aux concessions féodales. Quand le vassal avait fait une erreur, par exemple s'il avait couché avec la femme de son seigneur, le seigneur pouvait le renvoyer de son château. Exactement. Et donc on utilise le même terme pour le bail emphytéotique. Il y a d'autres évolutions qui sont plus marquantes sur le bail emphytéotique, notamment l'intégration dans le système des propriétés simultanées. Donc, c'est-à-dire que désormais, on ne parle pas simplement du bailleur et du preneur, on parle du propriétaire du domaine utile, ce qui est le locataire en réalité, celui qui va exploiter effectivement le fonds, et le propriétaire direct, qui lui est le seigneur, donc celui qui donne à bail. Et ça, c'est un vocabulaire qui n'existait pas dans le droit romain et qui montre l'intégration progressive du bail emphytéotique dans le système de propriété foncière. Voilà pour l'Ancien droit. Et la Révolution, alors, quel gros changement? Vous aviez parlé tout à l'heure de la durée qui va être limitée. Est-ce qu'il y a quelques autres changements très marquants? C'est le changement majeur à la Révolution, cette diminution, enfin cet encadrement de la durée. Et puis à la marge, il y a quelques il y a un petit vernis archaïsant qui va être gommé. Là encore, pour ce qui concerne la résiliation du bail emphytéotique, on ne parle plus de commise, ce qui était un terme féodal, mais cette fois-ci on parle d'inexécution du contrat. De la part du locataire qui, par exemple, ne paye pas son loyer ou n'améliore pas comme il le devrait Voilà, qui ne paye pas son loyer, qui ne paye pas les impôts, qui éventuellement qui détériore le fonds. Oui, puisque les impôts fonciers sont payés par le locataire. Tout à fait, comme si il était propriétaire. Et alors, d'une manière générale, si on prend du recul, est-ce qu'il y a un sens de l'histoire en faveur du locataire ou du propriétaire
Alors, un sens, ce serait difficile d'en trouver qu'un, mais on va dire que si on doit être très schématique, l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, va avoir progressivement un renforcement des droits de l'emphytéote qui correspond à une progressive mise en évidence d'un exclusivisme de la propriété. Et puis, la rupture est très nette avec la Révolution, où désormais on a un propriétaire qui a un droit sacré, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen notamment. Et ce renversement, il est très net. Désormais, la faveur, elle est pour le propriétaire et elle le reste encore jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, on ne peut pas trop parler de réaction féodale. On en parle parfois dans l'armée, par exemple, que je connais un peu, ou dans certains domaines symboliques. Il n'y a pas vraiment au XVIIIe de réaction de féodale avec des seigneurs qui veulent récupérer tel ou tel droit dans le bail emphytéotique ? Ça existe notamment dans les conflits qui ont lieu vis-à-vis des terriers, donc ces grands registres sur lesquels les seigneurs notaient les droits qui appartiennent à chacun, à eux-mêmes d'abord et puis à leurs tenanciers. Donc ça existe et notamment les seigneurs vont s'efforcer sous l'Ancien Régime, à la fin de l'Ancien Régime, de diminuer la durée des baux. On peut le voir de cette façon-là, mais ce n'est pas très abouti, ils n'y parviennent pas vraiment. C'est un contrat, donc, le bail emphytéotique qui se rapproche d'un bail ordinaire. C'est juste une question de mots ou il y a vraiment des liens, des points communs avec le bail ordinaire ? C'est d'abord une question de classification juridique. Il y a effectivement des rapprochements à faire avec le bail ordinaire, ne serait-ce que la question du canon emphytéotique, c'est un loyer, donc il y a une forme de rapprochement. Il y a aussi l'idée qu'on a un droit de jouissance qui est donné à l'emphytéote, donc on va concéder un droit sur un immeuble, donc dans ce sens-là, il y a un rapprochement. Mais la différence fondamentale, c'est qu'un bail ordinaire, on concède un droit personnel, tandis que dans un bail emphytéotique, on concède un droit réel. Et cette distinction, elle va être beaucoup discutée lorsque le code rural va être préparé tout le long du XIXe siècle. Et ça change quoi d'avoir un droit réel ou un droit personnel ? Ça a vraiment des conséquences pratiques ? Oui, ça a des conséquences pratiques, notamment sur si on prend la question des impôts, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Si on prend la question des impôts, le fait que le bail emphytéotique permette de concéder un droit réel, eh bien, l'emphytéote va devoir payer les impôts. Tandis que si l'on a simplement un locataire d'un bail ordinaire, il n'aura pas à se préoccuper de cette question-là. Donc oui, ça a certaines implications pratiques en la matière. Pour l'expropriation peut-être aussi, non ? Oui, pour l'expropriation également, on va se poser la question de à qui l'indemnité doit être versée. Est-ce que c'est au bailleur ou est-ce que c'est à l'emphytéote ? Et là encore, si on le rapproche d'un bail, l'emphytéote n'a droit à rien, tandis que si on le rapproche d'un propriétaire, l'emphytéote va avoir droit à une indemnité. Et justement, alors, on le rapproche beaucoup du propriétaire, où il y a quand même des différences. Cela dépend des époques. On va dire qu'à la fin de l'Ancien Régime, on est très proche d'un propriétaire. Il est quasiment assimilé à un propriétaire. Et en tout cas, aux yeux des tiers, l'emphytéote tient lieu de propriétaire. C'est-à-dire que le tiers n'a pas à se poser la question de savoir s'il est propriétaire, etc. Pour lui, il joue le rôle d'un propriétaire. Voilà, il est l'image de celui qui possède la terre parce que c'est lui qui l'exploite. Donc aux yeux des tiers, ça ne fait aucun doute, c'est à l'emphytéote qu'on doit s'adresser lorsque l'on a une question vis-à-vis de la terre, une action en justice par exemple, on va la conduire contre l'emphytéote. Donc pour un certain nombre de questions, les actions en justice, le fait de transmettre l'emphytéose en héritage ou encore le fait de récupérer les fruits de l'héritage, tout ça, ça rapproche le bail emphytéotique ou l'emphytéote d'un propriétaire. Malgré tout, cette assimilation, elle n'est pas totale. On pourrait reprendre ce que nous dit Baron, qui est un humaniste du XVIe siècle, qui dit que finalement, le bail emphytéotique, il est un peu moitié-moitié. Il réunit l'objet de la vente
et les prestations du louage. Et le bail emphytéotique, c'est un petit peu ça. C'est ce que certains ont pu appeler une chimère ou un hybride, mais en tout cas un contrat qui est à la jonction entre la vente et le louage. Je crois qu'on dit aussi un nini à Rome, un peu. Oui, ça rappellera des ça. souvenirs aux étudiants de Parcoursup. Non, oui, mais pardon, pour Parcoursup, nini, c'était en droit administratif, je crois, je me confonds. On vient de comparer le bail emphytéotique au contrat de vente et au contrat de location, qui c'est un peu le marteau et l'enclume qui écrase le bail emphytéotique. Mais on l'a aussi comparé, vous l'avez dit tout à l'heure, au contrat de fief. En quoi il y a des points communs avec un fief ? Là encore, ça peut paraître assez contre-intuitif, puisque le fief, on le sait, c'est une concession militaire au départ. C'est un seigneur qui promet à un vassal certains avantages quand le vassal va rendre des services au seigneur. Donc il y a une question de fidélité aussi derrière. Le bail emphytéotique, au contraire, c'est une concession économique. Donc on ne voit pas très bien le lien. Mais il s'avère qu'à l'époque moderne, le mouvement de patrimonialisation des fiefs et puis l'altération des diverses institutions féodales vont transformer le fief qui se rapproche progressivement, en pratique, d'un bail de longue durée. Quand vous dites patrimonialisation, c'est parce que le fief va pouvoir être vendu de la part du vassal ou transmis en héritage. Voilà, tout à fait, c'est le fait qu'il va entrer dans le patrimoine du vassal. Et donc ces deux mouvements-là vont rapprocher le bail emphytéotique et le fief dans la mesure où ce sont deux concessions héréditaires qui vont permettre de jouir du domaine utile. Avec quand même certaines différences irréductibles. Oui, le fief et le bail emphytéotique demeurent irréconciliables. Alors, c'est certain pour les feudistes, donc ces personnes qui travaillent et qui réfléchissent sur le fief, ces auteurs de doctrine. Pourquoi ? Parce que le fief et le bail emphytéotique ne se placent pas exactement sur le même plan. Le fief donne une position d'un point de vue politique et d'un point de vue social. Il est rattaché fondamentalement à la hiérarchie sociale de la société féodale. Ce que n'est pas le bail emphytéotique, qui est avant tout un instrument, un outil conceptuel, un outil intellectuel et un contrat économique. Oui, c'est-à-dire que quand on est paysan avec un bail emphytéotique, on reste un pauvre paysan, alors que quand on a un fief, ça peut permettre à terme, si on vit noblement, de peut-être être agrégé à la noblesse. Voilà, on ne retrouve pas les mêmes avantages. Même si on peut très bien gagner sa vie par le biais d'un bail emphytéotique, on n'atteint pas la position sociale qu'on peut attendre par la concession d'un fief. Merci beaucoup Eva Becquet d'avoir répondu à mes questions, qui donnent seulement un aperçu de votre thèse, dont je rappelle le titre, Le bail emphytéotique, de la rédaction des coutumes à la loi du 25 juin 1902. Est-ce qu'elle sera publiée un jour, votre thèse ? Je l'espère, c'est en cours de réflexion. Merci beaucoup. Merci Paul. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.